Hello les investisseurs, et comment analyser les états financiers d'une entreprise? Comment faire une analyse financière performante pour choisir les meilleures actions qui performeront à long terme? Et juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit like qui va bien, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Merci d'avance. Donc vous étiez nombreux à me demander, suite aux différentes vidéos de suivi de compte titre ordinaire et de PEA, quels critères est-ce que je regardais pour investir sur les actions et qu'est-ce qui me permettait de conforter mes choix. Et c'est vrai que dans tout domaine d'investissement, que ce soit l'immobilier, la création d'entreprise, eh bien il faut se baser sur des choix rationnels, sur des chiffres, la plupart du temps bien sûr, pour faire les meilleurs choix possibles. Par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, vous allez regarder quoi avant? Vous allez regarder les charges de copropriété, la taxe foncière, vous allez voir aussi s'il y a d'éventuels travaux à faire. Une fois que vous avez répertorié les différentes dépenses, vous allez voir combien vous pouvez le louer. Ou est-ce qu'il est à côté des transports, à côté d'épiceries et compagnie. Et à la fin de votre investigation, vous allez voir si le bien il peut être rentable ou pas. Sachant que dans l'immobilier, on essaie toujours d'avoir autant de recettes que de dépenses avec le crédit immobilier et compagnie. Et bien en bourse, c'est pareil. Avant d'investir sur la moindre entreprise, on doit mesurer, voir si elle a une bonne santé financière. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire de voir des youtubeurs faire des vidéos sur 5, 6 entreprises à acheter en mai 2022, ou bien des youtubeurs qui proposent des challenges où ils vous filent tous les mois des actions à acheter. Moi, j'aime pas ce genre de choses parce que déjà, ça incite à la paresse et c'est pas bon du tout dans une stratégie d'investissement parce que déjà, les actions qu'ils vous proposent, c'est pas sûr qu'ils les analysent. Ils peuvent très bien vous donner des entreprises avec des fondamentaux, des finances catastrophiques. Et aussi, ils peuvent vous donner des entreprises qui ne sont pas du tout adaptées à votre profil. Et là, je vais m'expliquer. En bourse, on a des actions qui sont plus ou moins cycliques, qui varient en fonction des cycles économiques. C'est-à-dire que Total, par exemple, varie en fonction de l'augmentation, la baisse du cours du baril. Quand le baril augmente, eh bien, le cours de bourse de Total augmente parce qu'ils font plus de bénéfices. Et quand ça baisse, au contraire, eh bien, le cours a tendance à baisser. Et on peut avoir des variations assez importantes en l'espace de quelques semaines. L'action, elle peut perdre 30% ou elle peut gagner 30% en l'espace de quelques semaines. Et c'est ce que j'ai eu cette année. En un an, l'action Total, elle est passée de 38 à 54 au plus haut. Donc tant mieux pour moi, mais c'est assez violent comme mouvement. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour maîtriser l'analyse financière, du moins les bases, pour comprendre ce que vous faites quand vous investissez en bourse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la comptabilité? Alors la comptabilité, c'est une discipline qui nous permet d'analyser la santé financière d'une entreprise, de voir ce qu'elle possède et ce qu'elle doit, et de mesurer l'activité économique via les ventes réalisées par cette entreprise. Donc j'aime bien prendre l'exemple à chaque fois de la boulangerie. En termes de comptabilité, qu'est-ce qu'on va faire dans une boulangerie? Eh bien, on va voir ce qu'elle possède en termes d'actifs. Donc il y a du matériel, il y a une clientèle qu'on valorise. Il y a aussi des locaux. Si elle a acheté ses locaux, eh bien, ça va faire monter la valeur de cette entreprise, la valeur des actifs. On va aussi regarder ce qu'elle doit à la banque ou à ses fournisseurs via les passifs. Et on va ensuite mesurer l'activité économique, donc voir combien elle vend tous les mois de croissants, voir combien elle vend tous les mois d'éclairs au chocolat ou de sandwichs. On va voir aussi ce qu'elle dépense chez les fournisseurs, voir si on peut optimiser certaines dépenses, donc c'est très intéressant. Et il y a 3 documents financiers vraiment incontournables en analyse financière, et le premier c'est le bilan. Et le bilan, qu'est-ce que c'est? C'est un document financier qui nous permet d'identifier, de voir le patrimoine de l'entreprise à un instant T. C'est-à-dire que le bilan va répertorier tous les actifs de l'entreprise, donc ce qu'elle possède, à savoir les machines, le fonds de commerce, les locaux, les stocks, ce qu'elle a en caisse également. Tout ça, c'est les actifs de l'entreprise. Et le passif, c'est ce qu'elle doit. Ce qu'elle doit aux banques, donc c'est ce qu'on appelle les dettes financières. Ce qu'elle doit aux fournisseurs, c'est ce qu'on appelle les dettes d'exploitation. Donc ce qui est important de regarder quand on veut investir en bourse, c'est de voir déjà que l'entreprise augmente son nombre d'actifs. Parce que si elle augmente son actif, ça veut dire qu'elle augmente ses investissements et que ça va générer donc un surplus de chiffre d'affaires et que le cours peut augmenter potentiellement. Et en termes de passifs, ce qu'on va regarder sur une entreprise, c'est des entreprises qui arrivent à maintenir un niveau de passif, donc de dette courant, et à ce que ce niveau ne soit pas plus élevé que le nombre d'actifs. Parce que si on reprend l'exemple de la boulangerie,
Si la boulangerie elle a 100 000 euros d'actifs et 100 000 euros de passifs, bah, finalement sa valeur c'est rien du tout, c'est 0 euros. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille rapidement derrière mon écran sur un site qui s'appelle Seeking Alpha et qu'on analyse tout ça, le bilan, les notions qu'on a vues sur l'entreprise Air Liquide. Nous sommes derrière l'écran sur le site d'information Seeking Alpha dans la rubrique Financials, Balance Sheet, donc ça veut dire rubrique état financier, dans le bilan, Balance Sheet ça veut dire bilan en anglais. Alors le site il est en anglais mais ne vous en faites pas, je ferai la traduction à chaque fois. Donc ce qui nous intéresse dans le bilan, comme on a pu le dire juste avant, c'est le montant des actifs. Alors on descend, on descend, on descend et le montant total des actifs, ce qui nous intéresse, eh bien il est là, c'est Total Assets. Ça veut dire actifs. Et on peut voir qu'en 2017, on était à 49 milliards d'actifs, tout confondu. Donc, on a à la fois le fonds de commerce, on a les brevets, on a aussi les entrepôts, les stocks de produits finis, tout ce qui rapporte un flux de revenus positif à l'entreprise. On était à 49 milliards en 2017 et en 2021, on est à 53 milliards. Donc on voit une légère augmentation quand même de 4 milliards, ce qui est plutôt intéressant et ça montre que l'entreprise procède à des investissements, qu'elle essaye de conquérir de nouveaux marchés et qui dit plus d'actifs dit plus de revenus à long terme. Donc maintenant on va voir les dettes, et les dettes ça veut dire liabilities en anglais, donc on va regarder le total liabilities, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des dettes d'exploitation, c'est-à-dire les dettes auprès de fournisseurs. Donc par exemple, si Air Liquide a commandé du gaz médical auprès d'un fournisseur et qu'ils n'ont pas encore réglé, eh bien ça va être dans la dette fournisseur. Et on a d'autres types de dettes, on a des dettes financières auprès d'établissements bancaires pour acquérir un nouvel entrepôt. Eh bien peut-être que Air Liquide a fait appel à une banque qu'elle a contracté un prêt pour pouvoir investir sur cet entrepôt, comme on pourrait le faire dans l'immobilier par exemple. Et on peut voir que la dette de Air Liquide en 2017, elle était à 29 milliards et qu'en 2021, on était à 28 milliards. On regarde aussi entre et on voit qu'on stagne autour des 28, 29 milliards. Donc un bel indicateur, ça montre que la dette reste stable et surtout que la dette reste bien en dessous du montant total des actifs. Si on compare le montant total de la dette par rapport aux actifs, eh bien on a 28 milliards de dettes en 2021 si on remonte, on est sur les 53 milliards. Donc on est quasiment à la moitié, les dettes représentent la moitié des actifs. Donc c'est un très très bon indicateur. Et maintenant, le deuxième document financier, c'est le compte de résultat. Alors c'est aussi un document financier, mais qui a une autre vocation. Ça permet d'enregistrer et de répertorier les recettes et les dépenses de l'entreprise, mais qui n'ont pas été encore décaissées ou encaissées. Exemple d'une recette, les créances clients. Vous êtes une entreprise qui vend à d'autres entreprises dans le B2B, ce qu'on appelle le B2B. Eh bien, cette entreprise, elle va payer à 10, 15, 20, 30 jours. Eh bien, cette recette, par exemple, vous avez vendu 10 000 euros à cette entreprise, on va l'enregistrer au compte de résultat sous forme de recette, qui n'a pas encore été payé, qui n'a pas donc été encaissé par vous. De la même manière, en termes de dépenses, imaginez que vous achetiez du matériel pour vos employés et que vous payez à 15 jours, eh bien on va quand même enregistrer cette dépense dans le compte de résultat. Par exemple 10 000 euros. Et ce compte de résultat, il est très intéressant parce que ça nous permet de voir les revenus de l'entreprise, s'ils augmentent ou pas. Et ça nous permet de voir à la fin de l'exercice si l'entreprise a généré plus de revenus que de dépenses. Donc encore une fois, si vous vendez pour 100 000 euros mais que vous avez 100 000 euros de dette chez le fournisseur, eh bien au final vous êtes à 0 euros. Donc c'est important de voir ça. Et ce que je vous propose, on retourne derrière Seeking Alpha et qu'on regarde ensemble le compte de résultats de Air Liquide. Nous revoilà sur le site Seeking Alpha dans la rubrique Income Statement. Donc Income Statement, ça veut dire le compte de résultats en anglais. Et ça va nous permettre de voir l'évolution des revenus, donc du chiffre d'affaires et du revenu net, le net income qu'on appelle en anglais. Donc les revenus, ils sont ici. On va prendre le premier montant de revenus. Pourquoi le premier montant de revenus? C'est ce qui est lié à l'exploitation au cœur de métier de l'entreprise. C'est-à-dire que le total revenu,
Dans certaines circonstances, ça peut aussi prendre en compte les éventuels revenus de placement, notamment si une entreprise a des parts dans une autre entreprise et qu'elle reçoit des dividendes. Donc on va prendre la première colonne, Revenues, et on peut voir quoi? Qu'en 2017, on était à 24 milliards et qu'on a une augmentation constante de 24 à 25, à 26 également. On est sur une belle augmentation de 5 à 10% par an. Donc ça, c'est un très très bon indicateur. On regarde ensuite plus bas pour le net income, donc le bénéfice, hein, c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'on a déduit toutes les charges afférentes à l'activité, aux charges financières, aux charges exceptionnelles aussi, hein, si elle doit passer des provisions parce qu'elle a eu des procès et compagnie, ça on va essayer de prendre en compte. Et le net income, par contre, on voit qu'il stagne. On était à, pardon, c'était celui-là, 2,6 milliards en 2017, en 2021 on a 2,9. Mais on peut voir qu'effectivement, il y a une augmentation entre 2017 et 2020, mais qu'en 2020-2021, ça stagne un tout petit peu autour de ce 2,9. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un critère qui pourrait nous faire, comment dire, qui pourrait nous détourner de cet investissement? Je ne pense pas parce que à chaque fois qu'on investit en bourse, on investit sur 10, 15, 20 ans parce qu'une entreprise peut difficilement augmenter ses bénéfices tous les ans de 10-15%. Il y a bien un moment où ça va un peu stagner, ça va remonter, ça va revenir au niveau d'origine et ça va remonter au-dessus. Donc sur le long terme, en fait, on est toujours sur une augmentation des bénéfices et c'est pour ça qu'une stagnation à très court terme ne pose pas problème. Donc le net income, il est aussi important, hein, on voit déjà qu'il est positif, mais c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de distribuer des dividendes et c'est ce qui va nous permettre à nous, actionnaires, de recevoir les dividendes. C'est-à-dire que si on a un bénéfice, un net income qui baisse, eh bien forcément on a moins de dividendes à distribuer, forcément sur la base du net income qui baisse, on va moins distribuer et ça peut être très compliqué à long terme. Donc c'est pour ça que moi dans mon portefeuille, j'investis uniquement sur des entreprises qui ont un net income, un bénéfice qui augmente ou qui stagne à très court terme. Et enfin, le troisième document financier qui est un peu plus simple à comprendre, c'est le cash flow statement, c'est les flux de trésorerie. C'est en gros ce qui reste à l'entreprise dans la trésorerie une fois qu'on a déduit les encaissements et les décaissements. Et les encaissements et décaissements, c'est différent parce que c'est pas comme le compte des résultats, c'est vraiment ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise sous forme de chèques, d'espèces, de virements et ce qui sort de l'entreprise sous forme de chèques, virements, donc avec le paiement effectif. Et pour illustrer cette notion de trésorerie, imaginez que le matin vous vous réveillez et vous levez, vous prenez un billet de 10, vous allez le dépenser à la boulangerie. Ça fait 10 euros en décaissement. Imaginez après que vous allez bosser, que vous faites une course Uber, que vous êtes chauffeur Uber, vous avez 8 euros de revenus. Eh bien, on va mettre 8 euros en encaissement. Et à la fin de la journée, si vous ne faites rien, eh bien, vous avez une trésorerie négative de 2 euros. C'est-à-dire que vous avez encaissé 8, mais vous avez dépensé 10 à la boulangerie. Et ce qu'on va regarder sur les entreprises en bourse, c'est de voir que cette trésorerie, eh bien, elle est positive. Parce qu'une trésorerie positive, c'est un signe de bonne santé financière et ça va permettre aussi de payer les dividendes, ce qui nous intéresse nous les actionnaires. Tout le monde sait qu'il y a des richesses indécentes, qu'il y a des richesses énormes, que des Arnaud, que les 5 premiers milliardaires ont doublé leur fortune pendant la crise sanitaire. Donc pareil, on retourne derrière l'écran et je vous montre tout ça. Donc on est maintenant sur la rubrique cash flow de Air Liquide. Et le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est la trésorerie de l'entreprise. C'est ce qui reste dans la caisse une fois qu'on a encaissé toutes les recettes et décaissé toutes les dépenses avec du vrai argent tout simplement. Et on peut voir que sur une seule ligne qui va nous intéresser, c'est le Levered Free Cash Flow. C'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a déduit absolument toutes ses dépenses, dont les dépenses financières, les intérêts par exemple. Donc on peut voir dans cette rubrique qu'on était à 2,09 milliards de trésorerie en 2017, qu'on a augmenté à 2,1 en 2018, on a un peu baissé en 2019, mais qu'on reste quand même autour des 2,2 milliards de trésorerie. Et ça, pareil, hein, c'est un super indicateur qui nous montre que l'entreprise aura l'air assez solide pour verser des dividendes à très long terme et pour pouvoir aussi régler des dépenses à très court terme. Donc, s'il y a un fournisseur qui arrive et qui a besoin d'être payé tout de suite, eh bien, ils auront la trésorerie disponible pour le faire. Et ce qu'il faut absolument éviter dans l'investissement,
c'est d'investir sur des entreprises qui ont un cash flow négatif proche de zéro. Donc là, c'est un gros problème. Et je vous montre encore un petit indicateur que je vais comparer à un autre. C'est le free cash flow per share. Donc on prend en fait ce level free cash flow et on le divise par le nombre d'actions. Ça nous donne un montant unitaire et on peut voir que ça varie de 4,82 à 5,81 en 2021. Si on prend celui à 5,81, donc le free cash flow per share, c'est ce qui est dégagé en trésorerie par action, une fois qu'on a tout déduit, une fois qu'on a déduit tous les décaissements. Et on va le comparer aux dividendes. Donc on était à 5,8 et si on regarde le dividende, c'est le annual payout, on était à 3,02. Donc ça nous montre quelque chose, c'est qu'on a d'un autre côté, on a le 5,8 de free cash flow per share et ce montant-là, il couvre largement le dividende annuel. Donc on est quasiment sur du 100%, on est sur du x2 quasiment en termes de free cash flow. Donc ça nous montre encore que l'entreprise, elle a de la marge en termes de versement du dividende. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les états financiers vous aura plu. N'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez, n'oubliez pas le like. Et pour celles et ceux qui veulent commencer à investir en bourse avec les bonnes bases, eh bien vous avez un lien dans la description, c'est une formation sur 3 jours. Sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Ciao les investisseurs.